Bonjour à tous et bienvenue dans Humain, le podcast qui parle d'intelligence artificielle autrement. Encore une fois, on ne parlera pas de prouesse technique, d'évolution technologique, de puissance de RAG, etc. Mais on parlera de vous, de nous, de l'influence que ces technologies pourraient avoir sur notre façon de travailler, penser, communiquer, réfléchir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Riyad Lebib. Merci pour ta présence avec nous. Merci à toi, Mohamed. Merci infiniment. Et notamment pour parler de plein de sujets liés à ces notions de cognition. Riyad est docteur en neurosciences, designer chez Humans Matter, mais aussi et surtout un des rédacteurs du manifeste de la 10e limite. C'est ce qui m'a fait un peu tiquer pour essayer de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, si tu peux nous parler rapidement de ce que c'est cette 10e limite. D'accord. C'est vrai qu'effectivement, c'est un concept qu'on a voulu mettre en place, qui nous a semblé pertinent. Je pense que pas mal de personnes connaissent ou ont entendu parler des 9 limites planétaires. Alors en fait, les scientifiques nous alertent depuis longtemps que on a dépassé certains seuils qui peuvent garantir la viabilité de notre planète. Ces limites, ce sont des choses que l'on connaît, comme la pollution atmosphérique, l'acidification des océans, la perte de la biodiversité. Tous ces éléments sont très importants, mais il nous a semblé cependant qu'il y a une autre limite, peut-être un peu plus insidieuse, invisible, qui s'effrite peu à peu sous nos yeux, et cette limite, c'est notre cognition. Alors notre cognition, c'est quoi ? C'est notre capacité justement peut-être à comprendre, à avoir une pensée critique, à analyser, à faire preuve de discernement. Et faute est de constater que avec l'avènement, je dirais, des technologies modernes, mais aussi surtout avec l'arrivée de l'IA générative, en fait, ce problème, je dirais, est sorti un peu du bruit de fond dans lequel il était posé. Et ce que l'on pose, nous, dans le cadre justement de la 10e limite, du manifeste que l'on a rédigé, c'est que il faut prendre soin de cette ressource, car sans elle, en fait, on ne peut pas penser aux autres limites planétaires. Ça peut paraître un tout petit peu paradoxal. C'est vrai qu'effectivement, dans ces 9 limites planétaires, on ne met pas le facteur humain, alors que nous sommes responsables à la cause et qu'on subit les effets de ces dérèglements. Donc, c'était une occasion aussi pour nous, pas seulement histoire de faire le buzz ou de marketing, de se dire, et s'il y avait une 10e limite, et j'espère que durant le temps de ce podcast, j'aurai le temps d'apporter quelques éclairages sur ce que l'on entend derrière cette notion-là. Génial. Et, comme tu l'as dit, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver avec l'IA, c'est quelque chose qui s'est développé depuis plusieurs années, et notamment avec les réseaux sociaux. Il y a des concepts tels que le digital amnesia ou l'amnésie digitale qui fait un peu le buzz ces derniers temps. De quoi parle-t-on quand on parle d'amnésie digitale ? Alors, effectivement, tu as raison sur deux aspects. Un, c'est pas nouveau, c'est clair, et on verra que depuis, on va dire, l'avènement de l'audiovisuel, et puis surtout, on prendra peut-être le temps de parler de ce que l'on appelle l'économie de l'attention. Effectivement, ça sera le deuxième sujet. Voilà, ce sera un sujet, je suis sûr, on va arriver dessus. En fait, il y a une vraie captologie, donc une science qui s'est développée sur comment capter, retenir notre attention. Et notre attention, c'est essentiel en fait parce que c'est la porte d'entrée de la construction de notre connaissance. Idriss Aberkane, avec toutes les critiques qu'il a pu avoir, mais il a vulgarisé cela très bien dans un de ses ouvrages où il a dit « La connaissance, c'est ni plus ni moins que de l'attention fois du temps ». Plus vous allez passer du temps sur quelque chose et porter attention sur, plus vous allez pouvoir construire de la connaissance. Alors, pour revenir effectivement sur justement ce terme d'amnésie digitale, le buzz, il vient de cette étude du MIT qui a été publiée récemment, qui a montré qu'effectivement l'activité neuronale de personnes qui utilisent ChatGPT baisse de près de 40% lorsque justement des étudiants rédigent un essai en utilisant cette technologie. Et pire encore, en fait, ils produisent du texte, mais sans ancrage profond, c'est-à-dire qu'ils vont oublier ce qu'ils ont écrit et ils ne comprennent franchement pas ce qui est même la substance de l'exercice qui leur a été demandé. Les auteurs parlent de délestage cognitif. Et c'est cela que l'on observe effectivement, et peut-être le risque sur lequel on souhaite alerter avec toutes ces nouvelles technologies d'IA générative, c'est que l'on a, alors, un double facteur. Le premier, c'est notre paresse naturelle, notre paresse cognitive. Donc, on va avoir, je dirais, spontanément tendance à déléguer par faute de temps, par faute de motivation, par faute de volonté de mettre de l'effort, effectivement, à ces outils qui
quelque part sont bluffants lorsqu'on regarde le résultat. Mais le risque, c'est que pour certaines fonctions cognitives dites lentes, qui demandent du temps, qui demandent de la réflexion, qui demandent à notre pensée d'être confrontée à d'autres regards, confrontée par le doute, etc. En fait, toutes ces capacités-là ne se développent pas lorsque l'on a un outil qui, dans l'instantanéité, va nous produire du contenu, et on passe, si tu veux, d'une ère où l'IA parlait avec les chatbots à une IA qui parle pour nous, où on va effectivement se contenter de se dire, finalement, ouais, ce texte, après tout, c'est moi qui ai tapé le prompt, finalement, c'est mon idée, je vais y faire 2 ou 3 corrections, et puis je vais me l'approprier. Et au bout du compte, on se l'approprie pas, on ne retient rien du tout. Donc de là vient effectivement, entre autres, ce concept de digital amnesia. Ça me fait penser, je pense que je l'ai déjà évoqué dans un épisode précédent de Humain, mais il y a des chercheurs italiens qui ont parlé du système 0 en référence au système 1 et système 2 de Kahneman, en disant qu'aujourd'hui, avec l'avènement de ces IA et de ces IA génératives, on est en train de déléguer même ces aspects émotionnels, irrationnels, que Kahneman décrivait dans le système 1 en disant que notre première réaction est émotionnelle, intuitive, etc. Et que maintenant, avec l'IA, on se retrouve même à avoir cette délégation de ces éléments-là pour savoir d'abord ce que pense l'IA avant de se positionner nous. Tout à fait. Mais du coup, pour revenir sur ce que tu dis, sur cette notion de la captologie et de cette économie de l'attention, pareil, c'est un économiste qui a travaillé sur la conceptualisation de cet élément-là. C'est aujourd'hui le fond de commerce des réseaux sociaux. C'est la façon dans laquelle ils développent eux-mêmes leur business et leur algorithme pour justement capter la façon dans laquelle on interagit avec leurs produits. Aujourd'hui, comment tu vois cette notion de la gestion de l'attention avec l'arrivée de ces IA génératives? Alors, le problème, justement, en fait, autour de cette captation de l'attention, il a été, si tu veux, amplifié par l'arrivée de ces IA génératives qui sont, comme je le dis, des outils technologiques bluffants, tant sur le plan technologique par rapport à ce que l'on a vu avant, et puis aussi sur la capacité que l'on avait avant à considérer ces outils comme, justement, des outils, simplement. Et là, on parle d'assistants. Et bientôt, en fait, ils deviennent des agents ils font pour nous. Donc la délégation, elle est presque holistique dans notre appréhension par rapport à ces outils-là. Alors le risque, il n'est pas tant dans l'outil à proprement parler. Le risque, moi je le vois, il est dans le renoncement. Alors c'est pas une fatalité, on peut reprendre le contrôle dessus, mais force est de constater que il y a un vrai modèle d'affaires qui a été développé depuis, comme je l'ai dit, l'audiovisuel déjà dans les années 70. C'est Herbert Simon qui parlait effectivement de cette notion d'économie de l'attention. Donc ce n'est pas nouveau. Ce modèle d'affaires, en fait, il va vendre notre attention au plus offrant. Donc, quelque part, aujourd'hui, tout ce que l'on peut avoir, effectivement, en termes de notifications Facebook, notifications TikTok, les Reels que l'on va recevoir, tout ça, c'est conçu pour capter notre cerveau, capter un peu nos ressources cognitives et ne plus laisser, je dirais, peut-être de temps de discernement sur des éléments qui mériteraient que l'on porte attention dessus. Alors, ce modèle, il va pas disparaître. Je veux dire, Facebook, c'est quand même effectivement, encore une fois, le créateur de la publicité programmatique. Et effectivement, c'est un modèle économique qui est, je dirais, vertueux pour ses créateurs et très profitable. Cependant, il n'y a pas, il n'est pas sans conséquence. Cette captologie, elle a pour conséquence justement de créer des addictions cognitives par rapport à ces outils-là. Et le risque est d'autant plus marqué par rapport aux enfants. Il y a une étude en 2025, je crois, qui a été publiée par le Federal Trade Commission, donc aux États-Unis, qui nous alerte justement sur cette captation exagérée à des âges de plus en plus précoces, qui vont quelque part effectivement avoir forcément un impact sur le développement de nos capacités cognitives. Alors certes,
comment dire, les modèles sont vertueux. Ils vont nous dire oui, mais on peut capter pour comment dire, transmettre des informations éducatives. On peut capter pour apporter justement des informations que l'enseignant ne pourrait pas apporter. Tout cela est vrai. Mais force est de constater, lorsque l'on regarde les usages, que ce sont pas tellement sur ce type de contenu que les enfants sont retenus. Et ça, en fait, enfin comment dire, les créateurs de big tech entre guillemets le savent très bien depuis longtemps. Donc personne n'est dupe. Ça me fait penser un peu au sujet de la façon dans laquelle, avant les big tech, comment le marketing s'est accaparé un peu des biais cognitifs et la façon dans laquelle fonctionne le cerveau, mais d'une manière empirique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, et c'est pas l'impression, je pense que c'est avéré, c'est que ces big tech savent exactement comment fonctionne le cerveau, savent exactement comment capter l'attention, la durée de la vidéo, les éléments marquants dans une vidéo, etc. Et ils savent, avec, en plus d'une meilleure connaissance de la façon dans laquelle fonctionne le cerveau, une meilleure donnée qui va justifier ou alimenter un peu plus ces études. Et du coup, ils vont pousser ça d'une manière encore plus loin. Du coup, je me dis, avec des personnes qui maîtrisent autant la façon dont on fonctionne, comment nous, on pourrait mettre en place ces garde-fous quelque part sur quelque chose qui c'est quelque part naturel. C'est extrêmement naturel. Ils savent comment on va être addict à ces sujets-là. Ouais, c'est pas anodin ce que tu dis. C'est comment dire, depuis longtemps, effectivement, tous ces acteurs se sont rapprochés ou ont engagé des spécialistes de la cognition humaine, des spécialistes du comportement. L'un des plus grands est quand même BJ Fogg, qui a créé un modèle monstrueusement simple pour comprendre le comportement humain. Ce modèle, il est tellement simple et tellement opérationnel que c'est sur ce modèle que l'algo de Instagram a été construit. C'est sur ce modèle, par exemple, que le marketing de grandes marques comme Nike s'appuie. C'est pour montrer effectivement, je dirais, la puissance de ce modèle. Et BJ Fogg est à l'origine de cette science, c'est devenu une vraie science, qui est la captologie. La captologie, c'est quoi? C'est pas seulement retenir notre attention, c'est connaître et comprendre quels sont les leviers, effectivement, qui vont nous permettre de retenir notre attention. Donc, tu disais, comment dire, ces outils, ces technologies disposent d'une multitude de données pour comprendre encore mieux que nous-mêmes nos comportements et surtout les moteurs profonds de notre comportement. Et en fait, tout fonctionne par des boucles de rétroaction qui vont, si tu veux, satisfaire, je dirais, notre engouement, qui vont satisfaire, par exemple, lorsque l'on fait une recherche sur des éléments qui confortent, par exemple, nos croyances, qui vont conforter, effectivement, nos représentations du monde. Et donc, on est quelque part, je dirais, entraîné. Moi, lorsque je fais quelque chose qui me plaît, ça libère de la dopamine dans mon cerveau, j'ai envie de continuer. Donc, on est effectivement dans un système auto-entraînant. Comment en sortir? Alors, il y a différents moyens de pouvoir en sortir. Ils ne viendront pas des big tech, des big tech, clairement, puisque effectivement, saturer leur modèle d'affaires. On l'a vu un tout petit peu quand Apple, par exemple, a essayé effectivement de mettre sur nos iPhones les temps que nous passions, effectivement, sur chacune des applications. C'est une donnée métrique. On pourrait se dire, ça nous permettrait éventuellement, a posteriori, de se dire, tiens, tu passes trop de temps sur, je sais pas, telle appli ou telle autre, etc. ou pas. Mais en fait, ces données métriques, elles sont dénuées de tout contenu émotionnel, de tout contenu même, de tout signifiant. Et quelque part, c'est froid. C'est une donnée qui va pas me parler, moi, a posteriori. Ce qui va m'intéresser, c'est effectivement, quelle est la qualité que j'ai pu tirer ou ressortir justement du temps que j'ai passé sur tel ou tel environnement. Et ça encore, enfin ça je ne l'ai pas. J'ai pas de possibilité, si tu veux, d'avoir un feedback, d'avoir un retour qui me dit à un moment, là c'est peut-être too much, là t'exagères, là tu devrais lever le pied, etc. Alors souvent ce sont des signes avant-coureurs qui vont chez certaines personnes tirer la sonnette d'alarme. On parle de burn-out cognitif maintenant, et notamment avec l'utilisation accrue de ces IA génératives. Donc, il faut arriver parfois à des états d'épuisement, alors pas physique, là on est vraiment dans de l'épuisement psychologique, pour peut-être
avoir effectivement un warning qui dit que ton corps et ton cerveau te disent peut-être de lever le pied. Parfois, il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'à ces états-là. Moi, je prends l'exemple d'un jeune collectif bordelais qui crée des actions tous les mois qui s'appellent les No Scroll Day. En fait, c'est un de ces acteurs de ce mouvement-là qui un jour s'est réveillé à, je sais plus, il disait 3h30, 4h du mat avec son smartphone dans sa main. Il était sur je sais plus quelle autre plateforme et il dit la seule chose dont je me souvienne, c'est que la veille, en fait, je voulais juste regarder la météo du lendemain. Et en fait, en enchaînant effectivement de vidéos, de push, etc., et ça, je me retrouve en fait en galère, les yeux explosés à 3h, 4h du matin avec mon smartphone. Et elle dit là, à un moment, fallait que j'arrête quoi. Je n'ai même plus, et on revient sur comment dire le digital amnesia. Je n'ai même plus souvenir de ce que j'ai regardé. Non, mais j'ai juste été effectivement capté. J'ai juste été retenu dans un espace qui quelque part a exploité mon attention et mes ressources cognitives. Pour à la fin, effectivement, arriver au résultat. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais même moi, ce matin, j'ai eu ça. Et pourtant, j'essaye d'être conscient au maximum. Mais j'étais sur une appli et j'avais le téléphone en main. Et je pense que j'étais en train de te répondre en plus. Et il me dit, mais à la base, je suis venu faire quoi sur mon téléphone Et on se rend compte, en discutant avec les gens autour de moi, c'est que parfois, ils ne savent même pas comment ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Il y a même Kian Kojandis qui a fait un très bon sketch sur ça en essayant de prendre la photo de son copain qui fume en reprochant une addiction. Il se retrouvait lui-même dans l'addiction autour du digital et je trouvais ce sketch sympa. Tu as parlé de burn-out. Effectivement, il y a cette notion de burn-out psychologique, burn-out physique qu'on essaye qui arrive beaucoup dans le monde du travail, qu'on essaye aujourd'hui de maîtriser ou de faire en sorte de s'en sortir du mieux qu'on peut. À ton avis, a-t-on suffisamment pris le pas de ces burn-out cognitifs qui peuvent arriver avec ces outils d'IA? Alors, tout le monde te dira, aussi bien les détracteurs que même ceux qui pourraient appeler à davantage de vigilance, qu'on n'a pas encore assez de recul pour, etc. C'est vrai, lorsque l'on réfléchit. On reviendra sur ce point-là, mais 2022, c'était hier, l'arrivée d'OpenAI avec effectivement la première IA générative qui a effectivement un peu bousculé le game, comme on dit. Cependant, en fait, il y a une étude récente qui a montré que les knowledge workers, avec leur assistant IA, en fait, ils vont passer d'un effort un effort automatique de monitoring, on va dire permanent, qui va solliciter leur capacité attentionnelle et leur capacité de contrôle, ce qui va générer effectivement un fort ressenti de stress, à en fait un effort juste de checker ce qui a été produit. C'est-à-dire qu'effectivement, quelque part, un juriste qui n'a plus à rédiger, mais qui doit juste valider 200 suggestions par jour, à la fin, il est simplement épuisé par cette tâche automatique, répétitive, etc. Une sorte de taylorisme finalement du produit de la délégation de son travail premier, qui est un travail de rédaction, qui est un travail effectivement cognitif à proprement parler. Et ça, ça montre que lorsque l'on va remplacer l'effort de frappe par un effort de vigilance, ce n'est pas anodin. Ce qu'il faut effectivement remettre en place, c'est tout simplement des pauses cognitives qui sont intégrées dans le flow dans lequel on va être pris demain. Parce que, soyons honnêtes, Mohamed, on n'est pas en train de faire un appel à la décroissance, un appel effectivement à abandonner ces technologies et revenir à l'encrier et puis à la plume ou alors au boulier. Non, ces technologies, elles sont là. D'accord? Donc, il va falloir effectivement composer avec. Et puis, il va falloir peut-être accompagner les gens, les former pour leur apprendre à réguler leur attention, créer peut-être aussi des designs conscients dans les futurs technos qui vont peut-être permettre de reconnaître justement nos limites biologiques ou l'atteinte de nos limites biologiques. Donc, il va falloir composer avec ce nouvel écosystème pour pouvoir, quelque part, je dirais, appréhender un nouveau paradigme, et puis appréhender des transformations, c'est vrai, qui sont assez rapides, et assez extraordinaires de par leur ampleur. Et
il y a rien de pire pour l'être humain que d'être sorti de ses routines. Donc, encore une fois, pour pouvoir mettre en place de nouveaux comportements, de nouvelles postures, il va falloir adopter de nouveaux rituels et utilisons aussi la technologie comme étant effectivement un levier, une ressource pour permettre de reprendre la main justement sur cette sorte de liberté cognitive que l'on appelle de nos voeux. J'ai l'impression que ça va pas dans le sens dans ce qu'ils ont développé, les concepteurs de ces IA-là ont développé, et ce que tu dis me fait penser à 3 choses différentes. La première, c'est cette méconnaissance du fonctionnement du cerveau où on a l'impression que l'humain est capable de rester dans une charge cognitive haute tout le temps. En disant que les IA vont vous permettre de vous concentrer sur les choses à forte valeur ajoutée, on ne peut pas rester sur des choses à forte valeur ajoutée tout le temps. Et limite, parfois, ces efforts rédactionnels, ce temps qu'on prend de rédiger un mail, de rédiger un texte, etc., c'est des temps où le cerveau se repose, prend le temps d'ancrer l'apprentissage, structure sa façon de raisonner. On revient sur l'étude du MIT, même si je pense... Moi, j'attends le twist de cette étude du MIT parce que ça a été fait par le Media Lab et je me demande si c'est pas pour analyser la réaction des gens à ce genre de choses plus que le contenu du truc lui-même, même si les résultats sont impressionnants. Du coup, on conçoit ou on pousse, on market ces outils comme étant des libérateurs, comme tu dis, de la charge mentale. Mais en fait, c'est une charge mentale qui parfois est nécessaire. Et du coup, et c'est marrant, il y a une étude qui a été faite sur j'ai oublié l'université, mais qui a montré sur quand même plus de 2500 workplaces différents, sur plus de 7000 collaborateurs, que l'usage de l'IA n'a ni amélioré leur façon de travailler, ni leur qualité de vie au travail, ni leur salaire. En gros, ajouter l'IA dans leur écosystème n'a rien changé. Et ce qui me fait marrer, moi, par rapport à ces 2 premières remarques, et ce qui m'amène à la 3e, c'est quand on pose la question de « Ok, l'IA va vous permettre de libérer du temps pour faire quelque chose », mais quand on pose la question aux gens « Qu'est-ce que vous allez faire avec ce temps libéré par l'IA ?» ils sont incapables d'y répondre. Et limite, la réponse inconsciente, c'est de pouvoir faire plus. Et du coup, ça ramène à cette notion que ces outils, ce que tu as évoqué tout à l'heure, ces outils sont faits pour la production et pas pour la réflexion. Et du coup, on évite la façon dans laquelle ça fonctionne. Du coup, tu as parlé de former les gens, d'accompagner les gens sur ces outils-là. Comment, pour toi, on devrait leur faire prendre conscience de ces impacts cognitifs de ces outils au sein de leur quotidien, en fait, de leur équipe de travail, sachant qu'on a développé, j'ai aidé à la conception d'un framework qui s'appelle MSPT que j'expliquerai après. Mais pour toi, comment aller plus loin que simplement la notion de formation, d'accompagnement, et comment le faire, notamment sur ces aspects cognitifs? Alors, moi, je pense, et j'aime à dire, il n'y a peut-être pas besoin tout le temps, je dirais, d'être dans un état ou dans une posture intellectuelle alerte, faire appel justement à ces ressources, entre guillemets, qu'on pourrait qualifier de nobles, pensée critique, pensée analytique, capacité de discernement, etc. Moi, parfois, j'ai envie aussi de pouvoir me poser devant une série Netflix, de débrancher mon cerveau et de rester effectivement, en fait, j'apprends rien, etc. C'est pas, je vais pas en ressortir grandi, ça ne m'interroge pas effectivement sur mais voilà, c'est la pause, la détente intellectuelle. Sauf que ça peut servir dans un débat de soirée, quoi. Mais ça me sert à quoi, effectivement? Ça me sert à socialiser, ça me sert effectivement. Encore une fois, les outils sont présents et il va falloir effectivement les utiliser. Tu as parfaitement raison. La formation ne fait pas tout. En fait, ce qu'il faut, je pense, à mon avis, c'est apporter un tout petit peu d'éclairage sur qu'est-ce que l'on est prêt à céder, entre guillemets, lorsqu'on utilise ces outils. Je prends l'exemple de la régulation. La régulation, c'est très bien. La régulation dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, donc les do's and don'ts, etc. Et effectivement, la régulation est bien, même si elle arrive en aval.
il est rare qu'elle puisse arriver en amont du développement de cette technologie. Là, clairement, elle est en aval pour justement prévenir des effets plus potentiellement négatifs de l'usage de ces technologies-là. C'est plutôt de la réaction. C'est de la réaction, et pour l'instant, on en est là. Donc, on peut agir au niveau de la réaction. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, on ne sera pas en amont. Mais en complément de la régulation qui donne les do's and don'ts, moi, j'aimerais bien effectivement qu'il y ait des dispositifs qui puissent permettre aux utilisateurs de savoir, en fait, où est-ce qu'on a la main et où est-ce qu'on n'a plus la main avec l'utilisation de ces outils-là. Si on est dans une dichotomie, pour être très simple, parce qu'encore une fois, dans l'approche design, si tu complexifies les choses, ton utilisateur, c'est comme les conditions générales de vente, il va te oui, j'accepte, et puis passe la suite. Non, ça pourrait être effectivement de savoir que, en utilisant tel techno, par exemple, je vais accepter peut-être d'avoir mon attention qui va être captée et qui sera plus disponible pour autre chose. Peut-être que je vais accepter de ne plus faire preuve de pensée critique. Peut-être que il y a une espèce de, je vais pas dire Nutri-Score de l'IA, mais presque un indicateur visuel qui te permette à toi, en tant qu'utilisateur, d'avoir un éclairage et un consentement, un consentement éclairé de ce que tu es prêt, entre guillemets, à céder en utilisant cette technologie-là. Ne serait-ce que cela, c'est déjà un premier élément de prise de conscience. Et on n'est pas effectivement dans une coercition. On n'est pas en train effectivement d'interdire, j'entends dans le débat, dans l'éducation nationale, il faut interdire telle ou telle IA, etc. Interdit-la à l'école, ils vont l'utiliser chez eux. Ils vont l'utiliser sur leur smartphone en sortant, tu vois. Ça ne sert à rien du tout. Donc, c'est comment effectivement accompagner les personnes. Et là, ce genre de métrique, ce genre d'approche, moi, je rêve d'un Yuka qui me permettrait effectivement d'aller, lorsque j'arrive sur n'importe quelle IA, de scanner et puis qu'elle puisse me dire, justement, me donner ces éléments-là, entre guillemets, de toxicité intellectuelle ou émotionnelle potentielle de l'IA. Je l'accepte pas. Et puis éventuellement des alternatives, pourquoi pas. Mais voilà, avoir ces approches qui viennent compléter. Je suis pas en train de dire que la formation n'est pas nécessaire ou comprendre comment fonctionne, entre guillemets, une IA ou un LLM, comment fonctionnent les algos avec des réseaux de neurones profonds, etc. Tout ça, ça peut être super bien, d'accord? Mais ça ne permet pas, effectivement, aux usagers, je dirais, de reprendre en main un peu le contrôle de ce qui est en train de se passer parfois à leurs dépens actuellement, en faisant l'usage de ces technologies-là. Avoir un petit éclairage qui se dit, OK, en fait, tu sais, quand tu utilises ça, voilà ce que tu es prêt, entre guillemets, à céder. Voilà ce que tu vas gagner en termes de temps, en termes d'efficacité, etc. Et tu fais le trade-off. Ouais. Et on n'est pas en train de te dire c'est bien ou c'est mal, mais voilà. Et à côté, il y a peut-être d'autres technos où c'est mieux, mais tu es libre, effectivement, dans ton choix. C'est comme moi, effectivement, je vais regarder, entre guillemets, la daube que me propose Netflix. Elle est pas terrible, je vais aller sur Prime, je vais aller sur d'autres. Voilà. Donc, voilà, je fais mon marché, mais c'est ce qui me permet, effectivement, quelque part, ou c'est ce qui permettrait de redonner la main à l'utilisateur sur cet éclairage complémentaire dans l'utilisation de ces technologies. C'est ce qui permettra de venir gagner un tout petit peu du contrôle que l'on a perdu. Ou alors, à tout le moins, renseigner sur le contrôle que l'on est prêt à perdre. Et là, je fais appel à ta casquette de designer, justement, parce que là, c'est des éléments qui sont extrêmement complexes et qui sont malheureusement pas suffisamment connus, appris, transmis. Moi, je rêverais d'un cours dans l'éducation nationale qui fait réfléchir les gens sur leur métacognition, leur façon de réfléchir, etc. Parce que par rapport à ce que tu viens de dire, ça va toucher à l'attention, mais ça va toucher aussi à la mémoire, ça va toucher aussi à l'apprentissage, ça va toucher aussi à l'impact social, ça va toucher aussi à certaines croyances. Et on voit un peu tous les aspects de manipulation, de masse qu'on peut voir à travers les réseaux sociaux et les IA derrière les algos des réseaux sociaux. Dans quelque chose d'aussi complexe, aussi multiparamétrique, qui peut toucher à plusieurs aspects. On voit aujourd'hui le niveau de dépression et d'isolement dans lesquels se retrouvent les jeunes, notamment avec ces réseaux sociaux. Comment faciliter quelque chose d'aussi complexe, notamment le fonctionnement du cerveau et l'impact de ces outils-là sur le cerveau, et le transmettre d'une manière simple, éventuellement personnalisable, qui s'adapte un peu à chaque mode de fonctionnement et qui permettrait justement de ce trade-off que tu as évoqué entre le bien et le mal,
comment ne pas se retrouver un peu comme dans les conditions générales, on va checker, OK, ouais, ça va augmenter mon isolement, c'est vrai, mais je gagne du temps, je suis socialement intégré parce que j'utilise l'outil aussi et je suis capable de réagir. Donc, pour toi, en tant que designer, comment simplifier ce qui est complexe sur la façon dans laquelle fonctionne notre cerveau et les impacts de ces outils-là? Alors, c'est très intéressant. En fait, ce que l'on pourrait imaginer, ce que l'on pourrait avoir, ce serait plusieurs niveaux d'impact. On pourrait avoir, par exemple, en amont de l'utilisation ou alors en amont d'un paramétrage, se dire, en fait, voilà, moi, en gros, je suis ou je m'engage à passer X temps, X heures ou X minutes sur telle ou telle chose. Je me permets, je m'engage à regarder, je sais pas, peut-être 20 vidéos. Donc, que l'utilisateur lui-même peut-être se pose une propre limite, et c'est un peu comme tout. C'est une approche un peu nudgée, de type nudge. À un moment, effectivement, on va dire, tiens, juste pour rappel, tu as une petite notification qui dit, tiens, tu sais, les 20 vidéos que tu voulais voir, en fait, tu les as regardées. C'est un petit rappel. Tu fais comme tu veux, tu continues pas, mais à un moment, en fait, on va créer une friction dans ce flow continu dans lequel on est capté et où quelque part, effectivement, on n'est même plus conscient du temps que l'on a pu investir. Donc ça, ce serait une technologie, on va dire, active du point de vue de l'utilisateur. Après, on peut effectivement imaginer peut-être, et ça ce serait peut-être le fruit de recherches scientifiques qui permettraient d'alerter là-dessus, mais on pourrait effectivement, je dirais de manière passive, avoir des alertes qui viennent dire effectivement à l'utilisateur, tiens là, juste pour information, ça va faire X minutes que tu es sur cette plateforme. Tu sais que en gros, tu n'as pas porté attention à tout ce qui se passe autour de toi, ou tu sais que là en fait, ça va faire 8 rapports clients que tu rédiges par ChatGPT. En gros, tu te rappelles des éléments sur le premier rapport, quelque chose qui vient un tout petit peu te titiller pour te montrer que il y a peut-être effectivement une alerte ou une vigilance que tu devrais avoir en termes d'attention, en termes de mémorisation, en termes peut-être d'observation, et qui permettent effectivement à l'utilisateur, je dirais, de reprendre la main sur tout simplement sur les activités qu'il est en train de mener. Comment on mettrait ça en place ? Il faudrait que les technos acceptent d'eux. Ou avoir une couche supplémentaire. Ou alors avoir effectivement une couche supplémentaire. Mais tu sais, on en est arrivé, et ça peut paraître quelque part dommageable, mais alors même que Homo sapiens a dû sa croissance aussi bien démographique qu'intellectuelle et cognitive sur cette planète parce que c'était un être qui était avant tout un marcheur. Donc, aujourd'hui, on en est arrivé à avoir des applis qui doivent te dire si tu as fait tes 10 000 pas par jour ou pas, tu vois. Alors, certes, on est dans une sédentarisation. On va nous dire qu'on a des métiers derrière un bureau, etc. Mais, je veux dire, ce qui faisait l'essence même, entre guillemets... On aurait pu faire ce podcast en marchant, en fait. de notre humanité. On aurait pu faire ce podcast en marchant. Ça nous aurait fait nos 10 000 pas, ou à tout le moins peut-être la moitié. Mais tu vois, on en arrive à avoir effectivement des applis qui viennent nous rappeler un peu le bon sens. Ok, utilisons-les avec peut-être effectivement, encore une fois, moi je le vois, pour ces personnes qui utilisaient justement ces applis sur le nombre de pas, une fois qu'elles ont pris le pli de se dire si je descends 1 ou 2 stations de métro avant, en fait j'ai fait mes pas, etc. Tu vois que petit à petit, en gros, elles remplacent des habitudes parce que elles vont pas le faire qu'à l'aller pour aller au boulot, mais elles le feront effectivement au retour. Et puis petit à petit, finalement, c'est de se dire c'est 2 stations de bus, allez, je vais les faire à pied, etc. Donc on remet en place effectivement des choses que l'on avait perdues. Et encore une fois, si c'est une béquille technologique temporaire, utilisons-la le temps que la fracture soit réparée. Parce qu'effectivement, j'entends parler de cas d'usage autour de ces outils d'IA et parfois, notamment parce qu'on ne prend pas suffisamment en compte ces aspects attentionnels, motivationnels, etc., on se rend compte qu'elles peuvent devenir dangereuses. L'un des cas d'usage en t'écoutant était celui d'automatiser pour le technicien un certain nombre de tâches et déléguer à l'outil la réflexion sur la façon dans laquelle il doit traiter telle ou telle intervention technique. Mais je me dis, en
focalisant son attention sur ce que l'outil est capable de faire, il perd l'attention de ce qui peut être dangereux autour de lui. Et du coup, tu peux te retrouver dans des situations où parce qu'on se focalise et on focalise notre attention sur l'outil, on oublie de faire l'analyse concrète du terrain. Donc, effectivement, il y a dans la façon dans laquelle on intègre ces outils-là dans notre usage quotidien, c'est là où j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à aller chercher plus loin que simplement la techno. Il y a ces usages humains, ce mode de fonctionnement humain qu'il va falloir intégrer de plus en plus. Ouais, tu as parfaitement raison parce que souvent, lorsqu'on parle de cognition, et puis enfin moi en tant qu'expert, je suis souvent confronté à cela. Pardon, vas-y. Mais oui. non, mais Oui. il y a... j'en parlais avec le directeur de l'École nationale de cognitique sur le sujet, et j'ai l'impression qu'on évite d'évoquer ces sujets-là parce que c'est des sujets qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, on fait l'autruche. Ils sont bien plus complexes qu'ils n'y paraissent. En fait, l'approche, enfin les sciences cognitives, à l'origine, elles viennent, entre autres, de cette école un peu révolutionnaire à son époque, de Palo Alto, qui regroupait une multitude d'experts de plusieurs disciplines pour se dire, on va essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau, d'accord ? Mais plus que ça, le fonctionnement de l'humain en interaction dans son environnement. Et très vite, effectivement, parmi ces chercheurs de Palo Alto, on a compris le rôle central et essentiel de l'environnement dans la cognition. C'est-à-dire qu'effectivement, là, de nos jours, et encore une fois, comme je le disais, en tant qu'expert en sciences cognitives, lorsqu'on me demande d'intervenir, etc., on me dit toujours, effectivement, le raccourci, c'est « Ah ouais, c'est fascinant comment fonctionne notre cerveau, on aimerait comprendre comment fonctionne notre cerveau, etc. » Alors, c'est vrai que cet organe-là qui se trouve à l'intérieur de la bosse, entre nos deux épaules, il est fascinant. Mais comment dire, la cognition, c'est pas seulement situationnel. Enfin, c'est pas seulement situé dans notre cerveau. C'est incarné dans l'environnement dans lequel nous, en tant qu'humains, effectivement, on évolue. C'est-à-dire que la cognition, c'est le fruit de l'interaction justement entre ce cerveau et cet environnement, et l'environnement et ce cerveau. Il y a quelque part, comment dire, il y a un système qui se crée. Et donc cette approche un peu systémique, elle n'a pas été appréhendée par, je dirais, toutes ces approches en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, historiquement, elle avait pour vocation de reproduire de manière la plus fidèle. Alors, deux aspects essentiels du cerveau, compréhension et apprentissage. D'accord ? Donc, de là, effectivement, on est arrivé, alors, au fil des années, des décennies, avec des développements d'algorithmes qui, d'abord, étaient des classificateurs, pour ensuite pouvoir faire de la reconnaissance, et puis qui, aujourd'hui, arrivent, effectivement, avec ces IA génératives, à nous bluffer, parce que... ça reste de la classification. Mais alors, on est d'accord. Lorsqu'on se concentre, si tu veux, sur comment fonctionnent ces algorithmes, ils n'ont pas changé, c'est-à-dire qu'ils approchent sur ils fonctionnent sur une approche probabiliste. C'est juste en fait des calculs de probabilité. Et là, ce qui est fascinant, c'est que on a, si tu veux, des technologies qui arrivent à analyser en un temps record sur des bases de données immenses, multivectorielles, une multitude d'informations pour quasi à la seconde te produire une réponse. D'accord ? Mais l'approche, elle est purement probabiliste. Elle n'est pas comme, je dirais, elle est presque même à l'opposé de l'approche et de la manière dont fonctionne notre cerveau, qui est tout sauf déterministe. Moi, mon cerveau, en fait, lorsque je suis en train de parler avec toi durant ce podcast, il n'est pas en train de savoir quel est le prochain mot que je vais dire là tout de suite après en complétant ma phrase. Je vais pas dire qu'ils arrivent comme ça, comme par magie dans mon esprit, mais là, la petite hésitation que j'ai eue, là, le dans, là, c'est moi qui est en train de rechercher quel est le meilleur mot qui pourrait aller. C'est pas un calcul probabilistique, c'est de manière non déterministe. Le langage humain fonctionne de manière totalement différente, effectivement, du langage machine. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, une approche probabiliste ? C'est une approche qui, sur le long terme, va aller sur de la standardisation. Tu ne peux pas, effectivement, faire autrement. C'est-à-dire que à un moment, les réponses que doit apporter, effectivement, l'algorithme, elles doivent
découlé d'un moule, qui est le moule qui lui a permis justement ses apprentissages, etc. Et donc, forcément, il y a, et on commence déjà à le voir maintenant, il n'y a pas besoin même de logiciels pour détecter lorsque des textes sont produits par des IA, etc. Non, enfin, n'importe quelle, effectivement, personne lambda qui a, on va dire, une certaine acuité, peut reconnaître tout de suite, effectivement, des formes de langage, des tournures que sont utilisées par les IA. On commence à le voir dans les productions aussi d'IA visuelles, etc. C'est-à-dire que, l'efficacité probabiliste de la machine est en train de l'emporter sur, l'acuité presque intuitive de l'artisan, qui venait effectivement, de par son expérience, aller créer effectivement quelque chose de nouveau. Là, en fait, il n'y a pas de création, il y a une uniformisation d'un profil de réponse qui doit correspondre, je dirais, dans la grande majorité des cas, aux réponses attendues par rapport à une requête lambda. Et le problème, enfin, pour en revenir effectivement à ta question sur, mais finalement, en déléguant effectivement toute notre attention sur ce que produit la machine, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de courir le danger, de ne pas percevoir en fait l'ensemble des autres éléments qui peuvent aussi expliquer ou apporter des éléments de réponse. Le danger, oui, il est forcément là, parce que si tu veux, l'uniformisation que va te filer la machine par rapport à un problème que tu aurais rentré, ou à un ensemble de data qu'elle aurait analysé, elle va, dans une bonne partie des cas, on va dire, correspondre à la réponse attendue. Et là, ça ne posera pas de problème. Oui. Mais là où effectivement, il aurait fallu que tu fasses preuve d'acuité pour te rendre compte que ça ressemble à, mais pas tout à fait, et il faudrait que j'aille rechercher peut-être davantage d'informations, que je vienne compléter effectivement la machine avec d'autres informations qu'elle n'a pas, etc. En fait, cette acuité, tu la perds parce que quelque part, tu vas tellement déléguer une confiance à l'output de la machine que t'en arrives à des situations, comme tu l'as signalé, effectivement, de danger, où cette réponse standardisée, cette réponse un peu uniforme, ne correspond pas aux besoins et aux attentes, effectivement, de la situation. Et ces besoins et ces attentes de la situation, c'est là où, encore une fois, cette capacité de l'intelligence humaine à aller justement avoir cette force de discernement. Le discernement, c'est juste ça. C'est pas encore de la pensée analytique, le discernement. Le discernement, c'est juste se dire, attends, il y a quelque chose qui va pas. Je ne sais pas encore pourquoi ça va pas. Mais au moins, j'ai eu ce discernement-là qui va me permettre d'essayer de comprendre, qui va me permettre d'essayer d'analyser, etc. Ouais. Si je perds ce discernement et que je délègue tout à la machine... Moi, j'associe ça à la notion d'intuition. Et effectivement, l'intuition, pour nous, elle reste d'une manière très un peu comment dire ça, mais vague, brumeuse, etc. Mais pour moi, l'intuition, c'est généralement des traitements inconscients du cerveau avec des données qu'il a, qui nous permet de dire il y a quelque chose que je sens pas ici, mais qu'on n'arrive pas à conscientiser ou qu'on n'arrive pas à mettre les mots dedans ou à structurer de la bonne manière. Et du coup, ça sort comme ça en disant que c'est une intuition ou je le sens pas, etc. Et quelque part, c'est probablement un traitement d'une quantité d'informations que notre cerveau fait, mais qu'on n'est pas capable de conscientiser. Mais pour revenir sur ces notions de créativité, d'esprit critique, etc., comment dans une techno qui te pousse, justement, le but, et c'est la volonté de tous les décideurs, tous les patrons, d'avoir ces employés qui soient un peu tous gris, qui formulent les choses tous de la même façon. Comment ne pas perdre sa couleur quelque part en utilisant ces IA? Alors, c'est intéressant parce que on parlait du burn-out cognitif tout à l'heure. Il y a une étude qui a été publiée en ce début d'année qui montre que chez les professionnels de la création, donc les designers, les vidéastes, etc., 73% d'entre eux disent souffrir de burn-out. Et c'est intéressant parce que, en gros, il y a plus ce phénomène de flow qu'ils avaient. C'est-à-dire que l'artiste, tu parlais de quelque chose d'inconscient, etc. Enfin, ce qui caractérise, c'est, en gros, tu es tellement pris par ton travail que tu ne vois même plus le temps passer. En fait,
une des explications ou parmi les explications possibles de ces souffrances chez ces personnes-là, on retrouve la surcharge cognitive. La surcharge cognitive, c'est quoi? C'est finalement, en fait, il y a des mises à jour constantes de ces outils quand ils ne changent pas constamment, donc il va falloir se réadapter, etc. Intéressant, chez eux, il y a le syndrome de l'imposteur. L'image que je crée effectivement sur Midjourney, Leonardo, etc. Certes, j'en ai eu l'idée, etc. Mais est-ce que c'est vraiment la mienne? Ouais. D'accord. Il y a aussi une perte d'identité créative. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que c'est 100% moi ou est-ce que c'est 100% moi? Est-ce que c'est moi et la machine qui est la part de la machine? Et quelque part, ils savent très bien comment fonctionnent ces machines. Effectivement, encore une fois, sur des calculs probabilistes de millions et de millions de données produites par le passé. Donc, est-ce que j'ai créé quelque chose de nouveau ou j'ai fait une chimère et une hybride de l'existant? D'accord. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et en même temps, c'est vrai que ces outils, ils sont super intéressants malgré tout pour aller créer des petits déclencheurs. C'est-à-dire, effectivement, t'es écrivain face au phénomène de la page blanche ou alors, je sais pas, enfin, à un moment, quand t'es en manque d'idées, de manière très surprenante, ces outils peuvent donner une petite étincelle qui vont te permettre effectivement d'aller reprendre la main sur ton travail créatif. Tu parlais de l'intuition et en fait, on sait... Enfin, les recherches en neurosciences ont montré comment ce phénomène, en gros, se produit. Tu as parlé du système 1 et du système 2. Il y a deux modes de fonctionnement de notre cerveau que l'on connaît un tout petit peu moins. C'est le mode que l'on appelle le mode tâche orientée. Lorsque l'on est en train de résoudre un problème, lorsque l'on est en train effectivement de traiter un sujet complexe, à un moment, donc nous sommes très concentrés sur le problème. Et ce que montrent des études en imagerie cérébrale, c'est que en fait, durant ces moments-là, il y a certaines zones de notre cerveau qui sont très proches, très adjacentes les unes des autres, qui sont en train de travailler de concert pour essayer de trouver la solution. C'est comme si, effectivement, vous preniez l'image d'un flipper et qu'en fait, la bille du flipper est rebondie sur plein de bumpers qui sont très, très proches. Et puis, il y a un autre mode de fonctionnement de notre cerveau que les neuroscientifiques appellent le mode de fonctionnement par défaut, qui est le mode généralement dans lequel fonctionne notre cerveau lorsqu'on est en train, entre guillemets, de flâner, de ne pas penser à quelque chose de particulier, lorsqu'on est presque un peu en rêverie. Et en fait, dans ce mode de fonctionnement, il y a des associations qui se font entre certaines parties du cerveau qui sont très distantes, qui n'ont peut-être pas forcément de lien ou de nature à travailler ensemble. Si je garde toujours cette image effectivement du flipper, c'est comme si l'air du flipper avait été multiplié par 100, qu'on avait divisé par 100 le nombre de bumpers et que la bille faisait des longues allées comme ça les uns les autres. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait, souvent, c'est lorsque l'on est en mode par défaut que notre cerveau va travailler un peu en arrière-plan sur le problème sur lequel on était concentré en mode, lorsqu'on était en mode tâche orientée, en mode focus, effectivement. Et c'est souvent là, par ces associations un peu, je dirais, assez nouvelles, que le phénomène, entre guillemets, d'insight, le Eureka, arrive. Alors, ce mode, par défaut, c'est celui qui est activé durant notre sommeil. C'est la raison pour laquelle, effectivement, vous dormez sur un problème, le lendemain, il vous arrive, vous vous réveillez et vous trouvez la solution. Vous pouvez l'activer, effectivement, même... Quoi, la nuit porte conseil. La nuit porte conseil, effectivement. Donc, l'adage a vraiment un fond scientifique. Mais vous pouvez, effectivement, le provoquer, ce mode par défaut. C'est-à-dire que vous travaillez sur un sujet pour lequel vous trouvez pas de solution. À un moment, allez faire autre chose, une balade, etc. Vraiment, travaillez cette flânerie et puis revenez sur votre sujet. Ce qu'ont montré des études, alors qui étaient très contrôlées, etc., c'est que oui, dans la plupart du temps, on retrouve effectivement, on trouve la solution à ce problème lorsque on a eu ces temps de flânerie entre des temps de concentration. Pourquoi j'ai fait un peu cette digression? C'est parce que je suis tombé sur une étude qui dernièrement a essayé de comprendre effectivement dans
dans cette architecture algorithmique qui est parfois obscure des IA génératives, en fait, elle a essayé de comprendre comment s'organisait l'espace multivectoriel dans lequel ces IA allaient puiser effectivement leur réponse, trouver leur réponse. Et c'est rigolo parce que cet espace multivectoriel, il est caractérisé par un cœur qui est très dense, où souvent, effectivement, l'IA va aller puiser ses réponses, et puis des éléments qui sont super distants, où de temps en temps, au hasard d'un prompt, au hasard d'une association, effectivement, pas forcément congrue, l'IA va taper là-dedans, et elle arrive avec, entre guillemets, le coup surprenant, etc., où personne... Alors, tout le monde va parler, va se souvenir d'AlphaGo, et du fameux 37e coup, etc. En fait, AlphaGo ne sait même pas qu'elle fait un coup créatif, etc. Juste dans sa base de calcul, il se trouve que bim, tiens, il y avait ce coup qui était possible, elle le pose, hop, et c'est l'opérateur humain, enfin les humains autour qui disent waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça, et qui ont qualifié ça d'ultra créatif, la projection, etc. de l'anthropomorphisme, effectivement, de l'utilisateur sur l'IA. Et pour en revenir effectivement sur se décloisonner un peu de cette uniformisation, etc., parfois, il peut être intéressant ou utile d'utiliser l'outil, je vais pas dire presque contre lui-même. Mais à partir du moment où on sait comment il fonctionne, on peut venir effectivement le challenger. D'où, effectivement, on parlait au tout début, la formation ne permet pas tout, mais quand même, former, comprendre comment il fonctionne, etc. Et puis donc se dire, tiens, la manière dont je vais le solliciter, je vais effectivement jouer entre guillemets contre lui, mais pour mon intérêt à moi. Donc, on peut effectivement utiliser quelque part ce qui peut sembler être un défaut de l'outil pour en faire effectivement un avantage, un levier quelque part, encore une fois, qui va créer cette petite étincelle qui nous manque à nous, pour pouvoir effectivement, je dirais, avoir un petit rebond, un créatif, un rebond d'idées, ou alors être surpris soi-même, parce qu'on peut nous-mêmes être pris par on va dire des modèles de réponse, une sorte de conformisme dans notre manière d'adresser certains problèmes. Et en cela, effectivement, ces outils peuvent être intéressants. Et à côté de ça, encore une fois, il faut que, moi, je prône pour que l'on revienne de plus en plus aussi sur des formes de laboratoire analogique. C'est-à-dire que l'on revienne effectivement à la production de temps en temps papier-crayon, des approches low-tech, où on va faire de l'origami, du pliage, du dessin, etc. Parce qu'encore une fois, tout à l'heure, je parlais effectivement notre évolution en tant qu'humain et l'évolution notamment de notre intelligence était due au fait que nous étions donc d'abord chasseurs-cueilleurs, donc des marcheurs, mais aussi, enfin, une des sources de de l'explosion de notre cognition, c'est le rapport entre la main et le cerveau. Et il y a toutes des théories entre guillemets, je vais pas rentrer là-dedans, mais des théories cognitives sur les avantages des travaux manuels, et puis tout simplement de cette dextérité manuelle que l'on peut avoir et qui explique ce développement cognitif particulier que l'on a pu avoir par rapport à d'autres espèces. En fait, ce rapport manuel, on le perd de plus en plus. Moi, aujourd'hui, j'aime à dire, parce que alors là, on l'entend, je vais pas rentrer dans ce débat, mais on nous dit, de toute façon, ces IA, on n'en a pas pour longtemps. On nous donne des dates 2040, 2050, lorsque les ressources ne seront plus là, lorsqu'il n'y aura plus assez d'énergie pour, etc. Et donc là, on parle du big blackout. Donc, qu'est-ce qui va se passer lors du big blackout? Et j'aime à m'amuser en dire, tiens, en fait, il y a le big blackout. Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? Mais réellement, faire de tes mains. Je te dis pas la cuisine, etc. Mais est-ce que tu sais manufacturer quelque chose? Est-ce que tu sais produire? Et très peu de personnes sont capables, effectivement. Mais en parlant du big blackout, j'associe ça un peu à la limite écologique qu'il y a derrière l'IA, parce que avant d'arriver effectivement au Big Blackout annoncé 2040-2050, il y a aussi cette volonté, comment dire, un peu ce graal de toutes les big tech de créer cette IA générale. On sait aujourd'hui que cette IA générale, c'est un facteur 100 des capacités de production énergétique. Aujourd'hui, on n'est pas, ils l'annoncent tous technologiquement d'ici 2030, mais on voit pas comment. Moi, je vois pas, à part si on arrive à trouver une nouvelle techno, mais je vois pas comment on serait capable de multiplier par 10, par 100 la capacité de production énergétique pour justement fournir les data centers nécessaires pour développer ces IA. Mais il y a aussi toutes les limites derrière, et on revient
limite on boucle la boucle par rapport Oui, oui. Limite. au sujet de départ, les limites en termes de matières premières, en termes de ressources naturelles, etc. Euh, Comment aujourd'hui, et c'est marrant parce que j'ai fait le lien aujourd'hui avec ces sujets sur l'impact des IA et l'impact cognitif des IA avec l'impact et le traitement de l'écologie. Oui. C'est un système, c'est des sujets extrêmement complexes qu'il faut voir d'une manière très systémique parce qu'il y a énormément de paramètres. Mais parce qu'il y a énormément de paramètres, il y a une sorte d'impuissance acquise qui nous empêche de comprendre les choses. Et c'est ce qui génère un peu l'éco-anxiété, ce qui génère le manque de réaction vis-à-vis de l'écologie. Et je vois des parallèles ou des similitudes avec ce qu'on est en train de vivre avec l'IA. C'est extrêmement complexe, ça avance vite, ça bouge beaucoup. Il y a un vrai impact. Pas plus tard que ce matin, j'ai lu un article de l'IA qui a fait semblant de dire oui en façade, en interface, mais qui derrière traitait des sujets pour ne pas se faire éteindre, etc. Donc il y a des craintes. Et je me dis comment développer ces notions de limite, et notamment par rapport à ces aspects écologiques, sur ces sujets d'usage de l'IA. Alors, je crois que c'est Monsieur Julia, hein, l'inventeur de Siri, hein, qui disait si aujourd'hui toutes les requêtes que l'on fait sur Google étaient remplacées par des requêtes sur ChatGPT, en fait, on n'aurait pas l'énergie nécessaire pour répondre aujourd'hui. Hein. Donc, on n'est même pas en train de parler d'IA générale, etc. C'est-à-dire que en l'état actuel de nos ressources et de ce que on peut délivrer en termes d'énergie. Hein, là, on est même plus sur l'utilisation des minerais rares ou des métaux rares, effectivement, pour créer les puces. Hein, qui alimentent les data centers où sont stockées les informations de ces IA. Là, on est vraiment sur, en gros, je branche mon ordinateur, j'utilise effectivement une IA, elle va effectivement elle-même utiliser de l'énergie pour aller justement répondre à une requête, etc. Donc, c'est dingue la quantité d'énergie effectivement qu'utilisent ces technologies. Je pense que c'est connu par tout le monde. Et le problème, hein, c'est en cela où effectivement dans le manifeste de la 10e limite, on essaye aussi d'alerter les personnes. Le problème, comme tu le disais, hein, l'IA permet de faire sortir du bois ce sujet-là, mais le problème, en gros, il est systémique. En fait, il faut aborder ce sujet-là sous plusieurs aspects. L'aspect sociétal, quels sont les choix que l'on décide de faire, les aspects politiques. Hein, parce que effectivement, les politiques qui sont prises vis-à-vis de l'IA, mais aussi peut-être délaisser certaines politiques vis-à-vis des enjeux environnementaux, hein, c'est pas anodin. Derrière, il va y avoir aussi des aspects légaux. Hein, on le voit on l'a abordé sur la régulation, mais la régulation, pour l'instant, elle est juste, si tu veux, pour protéger le respect de la vie privée et puis le protéger les données. Elle n'est pas sur la protection de la nature ou de l'écologie, encore moins sur la protection de la cognition. Hein, donc, il y a encore pas mal de chemin à faire. Et puis oui, effectivement, hein, des enjeux économiques, hein, parce que derrière, ne nous cachons pas, hein, tout ça, c'est aussi une course, hein, pour être, je dirais, les leaders, hein, dans ce marché-là, qui vont avoir des impacts, hein, environnementaux non négligeables. Pour l'instant, si tu veux, on est dans une forme de presque de cécité, de cécité acquise, hein, une espèce, tu sais, un peu comme à l'époque de. C'est exactement ce qui se passe pour l'écologie. On voit les bien choses sûr arriver, mais ça va être bien. Oui, voilà. Alors, j'ai le même du chien dans une maison qui brûle. Dit ça va aller. Oui, et il y a un phénomène, une sorte d'habituation. D'un état de fait qui, certes, est catastrophique, etc. Mais finalement, pour l'instant, alors il y a le double effet. Hein, pour l'instant, j'en vois pas trop les effets à ma porte. Ah oui, certes, il y a eu une petite canicule en juin. Bon,
c'est ça, hein, le dérèglement climatique. On reviendra, ça va, un petit coup de clim et puis c'est passé. Donc, on ressent pas encore les vrais impacts de tout cela. On ressent pas aussi le côté systémique de tout cela. C'est pas seulement la température qui a cramé, etc. C'est que derrière, il y a plein d'autres impacts sur les ressources en eau, les ressources effectivement, la qualité des sols, les ressources en termes vivrières, etc. L'impact sur la biodiversité. Donc tout ça, effectivement, on le voit pas. Et quand bien même on nous en informe, en fait, il y a une forme d'habituation de cela. Et puis, si tu veux agir, pourquoi? Enfin, est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que, et agir comment? Pourquoi faire, etc. Il y a une sorte d'impuissance apprise. Tu as utilisé le terme, qui a été, qui est en passe d'être adopté. Et puis c'est un peu, j'y pense et puis j'oublie de la chanson de Dutronc. Et je continue mon petit bout de chemin. Il faudrait c'est un de nos sujets, nous, dans le cadre de ce mouvement que l'on appelle de nos voeux. Moi, je pense que une des premières actions à mettre en place, c'est de permettre aux personnes déjà de retrouver, on va dire, l'espace cognitif nécessaire pour se pencher vraiment sur ces problématiques-là. Plein de personnes le font déjà. Il y a, et je n'ai pas de jugement à émettre sur différentes formes de militantisme, différentes formes d'engagement, etc. Des citoyens engagés, effectivement, il y en a. Est-ce qu'il y en a assez? Bien sûr que non. Est-ce que l'impact qu'ils ont fait bouger les choses? Peut-être pas autant qu'on le souhaite. Cependant, je crois toujours effectivement que malgré tout, si on reprend les principes un tout petit peu de bascule qui peuvent s'opérer à partir d'une minorité d'une minorité conséquente, je me dis que à un moment, lorsque il y a un engagement suffisant et nécessaire sur un sujet, alors une minorité peut devenir influente et peut aller entraîner effectivement une majorité d'acteurs sur tel ou tel sujet, que ce soit un sujet de société, que ce soit un sujet effectivement environnemental, etc. Là, en fait, un des problèmes, un des enjeux qui se posent à nous, c'est que nous n'avons pas, je pense, l'espace cognitif nécessaire pour pouvoir justement, porter attention à ces autres sujets. Tout à l'heure, en début de ce podcast, on parlait des 9 limites planétaires. La 10e limite, nous, qu'on essaye de pousser, qui n'existe pas, qui est pas une limite reconnue par le Stockholm Resilience Institute, qui a posé les 9 autres limites planétaires. Nous, cette 10e limite planétaire, on l'appelle de nos voeux, pas seulement pour être reconnue, mais parce qu'on pense que c'est celle qui nous empêche de voir les 9 autres. Oui. Quelque part, effectivement, à un moment, cette prise de conscience, mais il y a tu parlais de métacognition, l'effet systémique qui vient de là. À un moment, effectivement, il y a besoin que l'on puisse, ou une grande majorité d'entre nous puisse retrouver les ressources cognitives nécessaires pour enfin se pencher sur ces sujets qui forcément ont des enjeux, essentiels pour garantir les conditions de vie sur notre planète et donc nos conditions de vie. Comme on dit, il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de brain B non plus. Quoi. Donc on n'aura pas de deuxième cerveau et l'IA pour qui on nous promet monts et merveilles en termes effectivement de révolution, etc. Ouais, bien sûr, mais elle ne viendra pas pallier effectivement, encore une fois, les compétences de l'intelligence humaine qui, avec l'IA, et je suis pas, encore une fois, on n'est pas en train d'aller vers de prôner une décroissance, mais on est plus en train d'envisager une bifurcation. Avec l'IA, effectivement, on va pouvoir, décupler justement ces capacités. L'IA, pour nous, à nos yeux, c'est un exosquelette. C'est ce qui vient effectivement démultiplier notre force. Mais la force, elle doit venir de nous, elle doit venir effectivement, l'impulsion, elle doit encore, je l'espère, être humaine et pas guidée effectivement encore par délégation cognitive ou par paresse cognitive, par un outil par lequel on est ébloui. Donc il faut retrouver, si tu veux, une sorte de souveraineté cognitive. On parle de souveraineté nationale en termes d'IA. Il faut retrouver nous aussi une sorte de souveraineté cognitive pour dire voilà ce que l'on accepte, voilà ce que l'on n'accepte plus, et voilà là où on va reprendre la main pour que l'on puisse, à terme, effectivement, avoir l'espace mental
nécessaires pour embrasser ces sujets essentiels que sont ceux de la crise environnementale. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Nous, alors, il y a 3 axes sur lesquels on souhaite agir. Le premier, c'est effectivement, on va dire, l'axe grand public, c'est-à-dire tout simplement rendre ce concept populaire, le démocratiser. Parce faut aller chercher des marketeurs pour faire ça. Bah alors, il y a un effet de branding, il y a un effet effectivement de buzz, mais c'est pas le buzz pour faire le buzz, c'est le buzz pour effectivement avoir de la culturation, pour pouvoir effectivement aller approcher un public et puis le solliciter parce qu'on sera toutes et tous co-acteurs de ces changements. Donc aller effectivement co-construire avec eux peut-être des chartes, ou alors je parlais tout à l'heure des journées de détox numérique, etc. Donc toutes ces activités qui vont venir quelque part orchestrer des actions autour de cette 10e limite. Il doit cet axe, on va dire grand public, il doit être conjugué avec moi ce que j'appelle un axe sociétal ou citoyen, afin de fédérer tous les acteurs qui agissent déjà sur ce sujet-là pour démultiplier leurs actions. Encore une fois, on s'est pas réveillé à un moment et puis on a eu une espèce de science infuse qui nous a dit non mais tout le monde est aveugle. Enfin on n'est pas sorti de la caverne comme le héros de Platon pour aller voir la vérité. Enfin plein de personnes agissent et bougent et il faut quelque part si tu veux un peu de la même manière qu'aux États-Unis, c'est les class action réussissent à faire bouger les choses. Il faut qu'à un moment effectivement il y ait cette fédération. On va pas être les gilets jaunes de la cognition, mais voilà, il faut qu'il y ait un faisceau de convergence d'actions qui soient menées pour pouvoir faire bouger les choses. Et enfin, troisième et dernier axe, et qui est essentiel et qui va donner du crédit aux 2 autres, c'est l'axe institutionnel et académique, c'est-à-dire effectivement faire reconnaître cette 10e limite comme étant réellement une 10e limite planétaire. Et ça va se faire effectivement avec des universitaires, des académiciens, avec effectivement des projets de recherche et des sujets d'études qui existent déjà sur ces impacts-là, mais qui ne sont pas brandés ou qualifiés 10e limite, parce que en fait, si tu veux, le sujet n'existe pas. Mais il faudrait effectivement, là aussi, utiliser ces données convergentes de cette multitude d'études pour justement aller porter le sujet auprès d'institutions, je parle de l'Union européenne ou de l'ONU ou que sais-je encore, afin de faire reconnaître effectivement ce vrai sujet qui est celui de la 10e limite planétaire. Donc voilà, très ambitieux, il reste beaucoup de choses à faire, je te rassure, effectivement, mais encore une fois, tu sais, lorsque dans les années 70, on a vu les premiers cyclistes se balader en ville à Paris. Tout le monde les prenait pour des hurluberlus, des illuminés, effectivement. À une époque où les politiques avaient pensé, je dirais, les citoyens et la ville, je dirais, programmés ou formatés pour la voiture. À l'époque de Pompidou. Aujourd'hui, moi, je pense que ces premiers cyclistes riraient bien de voir comment chaque citadin cycliste a réussi à faire bouger les lignes et a réussi à inverser, je dirais, un paradigme qui semblait fortement figé, qui était celui de la ville voiture, vers effectivement des nouveaux horizons qui se profilent à nous. Encore une fois, la marche peut paraître super haute à franchir, d'autant plus que, ces géants de big tech ont une avance technologique, marketing, économique, politique qui est phénoménale. Mais à la fin, ce sont nous toutes et tous, citoyens et acteurs de notre vie, je pense, qui avons le loisir de décider de ce que l'on souhaite et surtout de ce que l'on ne souhaite pas. Développer la pleine conscience. Développer une pleine conscience ou à tout le moins, comme je le disais, un consentement éclairé de ce que l'on est prêt effectivement à accepter ou pas. Merci beaucoup Riyad, c'était génial, c'était riche. Merci à vous tous pour l'écoute et à très bientôt dans un prochain épisode de Humain. Merci d'avoir regardé ou écouté ce podcast jusqu'au bout. Je compte sur vous pour liker, partager ou commenter, nous dire ce que vous avez aimé, ce qu'on pourrait améliorer, en parler un maximum autour de vous et surtout, posez vos questions. J'aurai un immense plaisir à y répondre. Je suis toujours Mohamed, vous êtes sur Humain et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.